aussi un soupir en entendant présenter cette interview, mais c'est ça le climat de cette campagne présidentielle qui a déjà commencé, Fabien Roussel? Oui? Oui, enfin, j'imagine que les Français aimeraient bien qu'on parle d'autre chose que de tout ça, quoi. Eh ben, on va en parler. On va parler notamment des retraites et de la reprise économique, mais quand même un mot sur cette vidéo que vous avez sans doute vue diffusée hier lors d'une conférence de presse par Jean-Luc Mélenchon. On voit un mannequin qui est affublé d'un t-shirt orange sur lequel notamment est inscrit « Je suis communiste ». Il porte une casquette sur laquelle on voit un marteau et une faucille. Vous vous êtes senti visé, Fabien Roussel? Bien sûr, parce que c'est des propos inadmissibles, où il s'en prend oralement à Jean-Luc Mélenchon, et il y a un mannequin où il est écrit Je suis communiste ». Et donc ce sont encore des propos de haine de l'extrême droite, et ce climat de violence est difficile, insupportable. Il y a quelques semaines, c'était encore un syndicaliste sur lequel il y avait un contrat de mise sur sa tête pour qu'il soit éliminé physiquement. Stop. Moi, je suis candidat à la présidence de la République pour la paix sociale, pour la justice sociale, pour parler des jours heureux, de relever le défi des jours heureux, Stop, pour ça veut parler dire de la que vous portez jeunesse. plainte? Je vais bien sûr porter plainte, saisir le procureur de la République. Je l'ai fait hier, parce qu'on ne peut pas laisser passer de telles choses. Et puis, il faut avoir le temps du débat, de l'échange des idées. On ne s'en prend pas aux personnes. On échange et on parle des idées, des propositions des uns et des autres. Vous recevez des menaces d'ailleurs au quotidien? Il m'est arrivé, oui, j'en reçois, bien sûr. Vous les signalez toujours? Et je les signale à chaque fois, et je porte plainte quand ça se justifie. Vous êtes étonné de ne pas avoir vu de réaction de Gérald Darmanin sur ce sujet, le ministre de l'Intérieur? J'espère qu'il va réagir, tout comme j'espère qu'il va réagir aux menaces qui ont été proférées contre ce responsable syndical, puisqu'on en a peu parlé, pourtant c'est aussi grave. Est-ce que c'est aussi grave d'entendre un autre candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, dire il va se passer un incident, ce sont les mots qu'il a utilisés dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Je rappelle que les familles des victimes d'attentats se sont signalées, ont été choquées par les propos de Jean-Luc Mélenchon. Et vous? Je ne partage pas du tout ces propos, je les trouve particulièrement inappropriés, inutilement angoissantes. Je m'incline, moi, pour ma part, devant les victimes. Je respecte profondément les familles des victimes, notamment des parents qui parcourent les écoles pour défendre les valeurs de la République, faire reculer l'obscurantisme. Et donc, je pense à elles. J'ai envoyé un message à Latifa Ibn Zaten, que je connais par ailleurs. Qui a dit les propos de Jean-Luc Mélenchon sont inadmissibles et ne devraient même pas être tenus. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour Latifa notamment. Je lui ai dit, je lui adresse toute mon amitié. Mais je ne pense pas que l'on va faire toute l'actualité là-dessus. Non, comme mais je c'est le dis. important, c'est un candidat à la présidentielle, vous l'avez dit, tout comme vous, il y a une forme de responsabilité dans ce moment. Est-ce que vous croyez que Jean-Luc Mélenchon est en train de se perdre dans des thèses complotistes? Nos confrères de Quotidien ont isolé un autre extrait dans lequel il dit que la grande panne des numéros d'urgence était un sabotage pour préparer la privatisation d'Orange. Il le laisse entendre, en tout cas. Oui, écoutez, Jean-Luc Mélenchon est candidat à la présidence de la République pour la 3e fois. Il connaît son histoire, comme on dit. Il doit savoir ce qu'il fait. Je le laisse responsable de ses propositions. Je suis moi-même candidat à la présidence de la République et je souhaite, moi, la paix sociale, le débat dans la sérénité et parler de propositions populaires pour la jeunesse, pour le travail, pour nos retraites. Mais quand même, vous condamnez ces propos et vous les associez à une forme de complotisme, parce qu'il faut faire attention. Mais bien sûr, mais bon, quand à chaque fois on me demande c'est quoi la différence entre Jean-Luc Mélenchon et vous, bon, elle se fait jour de plus en plus. Nous ne sommes pas pareils, ni sur la forme, ni sur le fond, parce que je ne parle pas comme ça et ce n'est pas mon sujet. Je souhaite, moi, avec cette campagne pour la présidentielle, justement, parler de progrès social, de justice sociale. Le travail, c'est aujourd'hui le recours au 100% présentiel, enfin le travail en distanciel en tout cas, c'est fini dans les entreprises en partie. Et pourtant, la crise du Covid a profondément modifié le rapport au travail. Quelles sont vos réserves sur ce qu'on appelle le flex office, sur le distanciel, ce mot qui s'est imposé dans notre quotidien? Eh bien, si on y prend garde, j'ai le sentiment que cette année de pandémie, 1 an de pandémie, va avoir fait le travail de 20 ans de politique libérale, comme une accélération pour un peu déstructurer notre relation au travail. Je crains qu'il ne se développe demain du télétravail, mais à outrance, sans encadrement,
ou qu'il se développe une forme de contrat de travail unique. Tout le monde va devenir auto-entrepreneur, à la limite, dans quelle que soit l'activité. C'est l'ubérisation de la société. Vous avez vu comment ça s'est développé pour les courses pendant la pandémie. Eh bien, je vois autour de moi des contrats qui se développent. On fait signer des CDI en télétravail ou d'autres contrats. Si ça repose sur le volontariat, pourquoi ce serait un problème ? Mais pourquoi pas ? Aujourd'hui, le télétravail n'est pas très encadré. Il doit l'être dans le cadre de discussions avec les organisations syndicales. Le travail doit être un temps émancipateur, où on s'y retrouve. Ça ne doit pas être un temps d'exploitation, ni un temps où on est précarisé. Je crains, moi, le développement des contrats à la tâche, individuels, à la journée ou à la semaine. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des CDI qui nous protègent, qui nous permettent de nous projeter dans la vie, qui nous permettent de pouvoir emprunter, acheter une maison, une voiture. Or, c'est ça qui risque d'être attaqué à l'issue de cette pandémie. Donc, nous devons, au contraire, faire tout pour protéger ces contrats de travail, développer les CDI. Ça ne veut pas dire protéger le travail à l'ancienne ? Non. Ça a ouvert une forme de modernisation du rapport au travail, selon vous ? Moderniser le travail, c'est négocier avec les salariés. Peut-être des formes de télétravail quand c'est fait avec lui, mais surtout, c'est faire en sorte que que l'on réduise le temps de travail, que l'on permette la retraite à 60 ans avec une retraite digne à l'issue de ces 37 années et demie de cotisation pour laisser la place aux jeunes, pour que les jeunes trouvent leur place au travail. Vous avez entendu le président parler de décisions difficiles. Il a évoqué dans la foulée la question de la réforme des retraites. Est-ce que vous acceptez vous-même de poser la question sur l'allongement de la durée du travail pour les retraites ? Mais je ne souhaite pas être le président de la République des mesures difficiles et impopulaires. Je souhaite être le président de la République qui aura le courage de prendre des mesures populaires. Et il faut avoir du courage de prendre des mesures populaires en faveur des retraites. Bien sûr, mais populaires et crédibles, financées. Parce qu'aujourd'hui, permettre la retraite à 60 ans, pour ceux qui ont travaillé 37 ans, années et demie, qu'ils puissent profiter de leurs années de retraite et qu'on puisse embaucher les jeunes qui attendent à travailler. C'est ça une réforme progressiste. Et elle est finançable, cette réforme progressiste des retraites à 60 ans. Comment ? Nous en avons fait la démonstration en taxant, par exemple, les revenus financiers. Si on leur imposait la même cotisation que sur votre salaire, 330 milliards d'euros de revenus financiers par an, la même cotisation que sur votre salaire, c'est 30 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses. Je vous donne un autre exemple. L'égalité salariale femmes-hommes. Si on la mettait en place, ça rapporterait tout de suite 5 milliards d'euros dans les caisses de l'État et c'est une mesure de justice et d'égalité. Un dernier exemple, 1 million d'emplois créés, c'est tout de suite 7 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de la retraite et de la Sécu. Et c'est pour ça que c'est un vrai projet de société vers le plein emploi, où on va créer des emplois dans l'industrie, où on va créer des emplois dans les services publics, dans la santé, dans nos écoles. Il faut changer de matrice idéologique. Eux, ils nous ont imposé les politiques d'austérité. Moi, je souhaite en sortir pour notre pays et vivre les jours heureux. Est-ce que vous craignez une forme de réveil social si le président décide de passer cette réforme des retraites avant la fin du quinquennat ? Si le président de la République entend mettre en œuvre ce qu'il comptait faire en tant que président au service des plus riches et du capital, il risque de faire mal et de continuer de fracturer le pays, alors que ce que je souhaite, c'est le réparer. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Laurent.